Je pense que ça t'a pas échappé, mais en ce moment, Nassim fait grand bruit et soulève des polémiques à cause de son appareil EMG. Il s'avère qu'on s'était croisés au salon du Body Fitness à Paris et je lui ai appris qu'on vivait dans la même ville. Ultra sympa, il m'a proposé de réaliser un test de la machine dans sa salle. Donc moi j'y suis allé, je suis pas fou. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir accès à un tel appareil. Je te précise ça pour te poser le contexte. Ceci étant dit, étant un amoureux de la recherche de l'exactitude ou de la vérité, c'est toi qui vois, mais chercheur de vérité c'est un peu connoté, je m'efforcerai d'être le plus impartial possible. Ça n'est pas parce que je suis reconnaissant envers Nassim de m'avoir laissé faire joujou avec sa machine que je vais te dire que c'est la chose la plus géniale du monde. Le développement sera un peu particulier car je vais te faire passer par le chemin mental que j'ai moi-même emprunté. Donc je t'invite à rester vraiment jusqu'au bout de la vidéo. D'abord, le EMG, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode pour mesurer l'activité des muscles. Ça fait des courbes un peu comme ça, et plus l'amplitude est grande, plus l'activité du muscle est élevée. C'est utilisé dans les études sur la musculation, le plus souvent pour déterminer si oui ou non un muscle travaille beaucoup. Et donc, quels mouvements font mieux travailler quels muscles? Je suis donc arrivé à la salle de Nassim avec un tas d'hypothèses en poche à tester et exactement cette idée en tête. À savoir que l'EMG pourrait me dire s'il y a une plus grande activation sur telle ou telle partie d'un mouvement ou sur telle ou telle variation. Donc à terme, s'il y a une plus grande activation, qu'il y aurait une plus grande réponse hypertrophique. 3 capteurs ont été placés, 2 sur les pecs, un en chef sternal, l'autre en chef claviculaire, et un sur le deltoïde antérieur. Basiquement, voici ce que j'ai testé. Est-ce que quand on est habitué à un mouvement, celui-ci cible mieux les muscles que l'on a envie de faire travailler? Parce que je fais tout aux haltères, mais rien à la barre. Est-ce que réaliser des répétitions explosives va permettre une meilleure activation? La préactivation est-elle une solution viable pour isoler les pectoraux? La pliométrie est-elle une bonne façon d'augmenter le travail musculaire? Évidemment, ces quelques résultats ne peuvent être pris très au sérieux, il y a bien trop de limitations. J'étais le seul testé. L'échantillon est bien trop faible. Je connaissais les hypothèses à tester. Il se peut que de façon inconsciente, j'ai favorisé ce que je voulais voir gagner. Nous avons mené les tests les uns après les autres, après un entraînement du matin pec-dos. Même si nous avons laissé une récupération suffisante, il se peut que la fatigue accumulée ait pu jouer. Il n'y avait pas d'électrodes sur tous les muscles, notamment les triceps, ce qui aurait pu nous donner des informations supplémentaires. Ceci étant dit, Nassim m'a fait un super tableau compte rendu et voici ce qui a pu en ressortir. Il semble que je cible bien mieux les pectoraux aux haltères qu'à la barre. Ce qui me semble logique parce que d'une part j'ai beaucoup plus l'habitude de le faire aux haltères et puis la liberté de ces mêmes haltères permet une libération du deltoïde avant. Sur le mouvement de poussée explosive, si on note une légère augmentation du travail des pectoraux, ce sont surtout les deltoïdes antérieurs qui grimpent en flèche. Mais seulement sur la phase concentrique, quand on pousse. À la redescente, le travail n'est pas accentué. En préactivation, j'ai réalisé pour ça du pec deck. Comme sur les pompes d'ailleurs, c'est toujours le faisceau claviculaire qui semble prendre le pas sur le sternal. Ceci étant dit, j'ai testé les pompes après le test de la préactivation. Il est possible que ça ait joué. On note aussi que la préactivation fait descendre de façon spectaculaire le travail des deltoïdes avant, au moins en concentrique. Enfin, les pompes plio ont le plus haut niveau d'activation pour le faisceau sternal, de peu néanmoins. Mais elles sont aussi le seul mouvement où les deltoïdes avant passent avant le faisceau sternal. Après cette séance EMG, je suis rentré chez moi très enthousiaste à l'idée d'analyser ces fameux résultats. Mais j'ai aussi pas mal cogité en attendant tout ça. Puis finalement, j'ai décidé de faire un truc qui aurait dû me venir à l'esprit bien avant. Mais en fait, ça mesure quoi et comment l'EMG? Et puis surtout, est-ce que c'est un bon indicateur de la masse musculaire qu'on va gagner? On va rentrer dans des détails techniques, mais je vais essayer de rendre ça le plus digeste possible. Notre corps entier fonctionne grâce à des signaux électriques qui sont communiqués par des nerfs et neurones. Les muscles n'échappent pas à cette règle. Ils doivent recevoir un courant qu'on appelle potentiel d'action pour se mettre en marche. Il faut retenir 3 choses. Chaque fibre musculaire possède son neurone. Il peut y avoir plusieurs fibres pour un seul neurone. Quand une fibre reçoit le potentiel d'action, il y a ce qu'on appelle une dépolarisation. En gros, une interaction électrique. Dès le moment où la fibre s'est dépolarisée, elle n'a pas le choix, elle doit se contracter au maximum de ses capacités, selon la règle du tout ou rien. Ce que mesure l'EMG, ou l'électromyographie, c'est cette dépolarisation. Soit, je le rappelle, l'interaction électrique entre les neurones et les fibres. Alors tu vas me dire que du coup c'est fiable, parce qu'il y a la règle du tout ou rien. Alors oui, mais non en réalité, car l'EMG se pose à la surface des muscles et ne capte que ce qui est proche de lui, ou en tout cas principalement, et il n'a pas de moyen de discrimination. Par exemple, on ne peut pas savoir dans quel ordre les fibres s'activent. Si les plus profondes s'activent en premier ou que ce sont celles en surface, alors on aura l'impression que l'activation est plus faible ou plus forte au début, alors que ce n'est pas le cas, comme si tu collais ton oreille contre une porte. Si plusieurs personnes se mettent à crier à l'intérieur de la salle alors qu'elles sont proches de la porte, tu auras l'impression qu'elles crient plus fort que si elles sont plus loin,
Alors que non, si ça se trouve, elle criait exactement à la même intensité. Autre chose que l'on ne peut pas savoir, est-ce que si l'amplitude est plus grande, ça veut dire que plus de fibres se sont activées? Il se peut, et plusieurs études semblent aller dans ce sens, que des EMG de faible amplitude puissent néanmoins activer toutes les fibres musculaires d'un muscle, ou en tout cas une grande partie. Reprenons l'exemple de la porte. Si 3 personnes crient très fort et qu'une quatrième se mette à crier exactement en même temps que l'une de ces 3 arrête, et qu'il y ait une sorte de roulement comme ça, histoire que toutes les personnes de départ soient remplacées par 3 nouvelles personnes. Alors tout du long, tu n'auras entendu que le son de 3 personnes en même temps. Et pourtant, 6 auront crié au total. En revanche, si les 6 avaient crié en même temps, alors là tu aurais pu dire que oui, il y avait un son qui correspondait à 6 personnes. Les études EMG ne sont pas en mesure de nous dire combien de fibres s'activent au total, ce qui est, de ce qu'on en sait à l'heure actuelle, l'un des facteurs les plus importants pour l'hypertrophie. En revanche, elles peuvent très bien servir à plusieurs autres choses. Comprendre si les muscles s'activent ou pas du tout sur tel ou tel mouvement. Ainsi, un test EMG permettra de savoir avec précision si un muscle que tu ne ressens pas sur un mouvement s'active bel et bien, sachant que c'est hautement individuel. La coordination des fibres étant importante pour la force, plus tu auras un EMG qui sera haut, plus tu pourras être sûr que toutes tes fibres s'activent bien en même temps. Ce qui veut dire que ce mouvement, ou la façon de le réaliser, sera optimal pour développer de la force sur ce muscle. Sachant tout de même que l'EMG a ses limitations. Par exemple, elle ne prend pas en compte la direction vers laquelle tu vas forcer, ou même simplement les structures passives, telles que les os, tendons, ligaments. Or, certaines variations de mouvement s'appuient grandement sur ces structures. Mais ça ne vaudra vraiment le coup que si tu fais du strongman ou de la compétition de force. Je conclurai en te disant qu'à l'heure actuelle, suivant les références que je t'ai indiquées en description, on ne peut pas dire que l'amplitude des ondes obtenues grâce à un EMG de surface suffise pour prédire l'hypertrophie. Cependant, est-ce que ça veut dire que c'est un outil inutile? Pas du tout, j'ai carrément envie de tester de nouvelles choses en gardant ces limitations à l'esprit. Et si Nassim me le repropose, je foncerai sans hésitation. Des remerciements spéciaux à Baptiste Noël qui fait des études pour bosser dans les sciences du sport et qui m'aura bien aidé sur le sujet. Son Insta est par là. Et d'ailleurs, moi aussi j'en ai un, n'hésite pas à le checker. Sinon, tu peux aussi aller sur mon Discord pour discuter avec la communauté et moi-même. Tu peux, si tu le souhaites, me laisser un tip sur Utip ou Tipeee. Ne serait-ce que parce que tu penses que les vidéos méritent salaire et puis si tu apprécies mon travail, mais je ne te force à rien. Sinon, tu peux toujours liker, t'abonner, commenter, partager. T'abonner, c'est hyper important parce que ça me permet d'avoir un peu plus de poids. Si t'es un vrai, pense à la cloche. Et donc un peu plus de financement. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. N'hésite pas à dire en commentaire les hypothèses que tu voudrais voir tester.